Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petit changement de plan pour cette vidéo, vu la peur qui se répand sur les marchés depuis quelques jours. Au début, je voulais parler des résultats d'Amazon. On parlera quand même un tout petit peu de l'entreprise en fin de vidéo, parce que justement, elle a bien corrigé en bourse et ça fait partie des entreprises que je suis au quotidien. Mais revenons à nos moutons. Pour cette vidéo, on va parler du coup d'abord de la baisse en bourse, de la peur de récession que vous avez certainement vu passer dans les médias et aussi de la Banque centrale américaine. Ensuite, je vais vous parler d'un certain type d'entreprise sur lesquels pour moi il faut être prudent. Prudent d'ailleurs même si les taux venaient à baisser, ce qui est généralement plutôt bon pour les entreprises, mais dans ce cas-là je vais être très prudent, surtout si on a un ralentissement économique. Et en fin de vidéo évidemment je vous parlerai un petit peu des opportunités, parce qu'une baisse en bourse pour moi, au-delà de la peur, c'est souvent des opportunités. Et évidemment il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement, je vous partage mes chiffres, ma vision sur l'économie, les entreprises, et au final à vous de mener vos propres analyses. C'est comme ça que l'on progresse, donc formez-vous parce que c'est votre argent au final. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité en bourse cette semaine, vous savez qu'on a eu pas mal de peur avec 2 journées où les indices principaux ont quand même bien corrigé, avec le S&P 500 qui a encore fait moins 1,84% hier, le Nasdaq moins 2,43%, le Russell 2000, donc les petites capitalisations boursières aux États-Unis qui fait moins 3,52%, et le VIX, donc l'indice de volatilité qui est à plus 25%. Maintenant pour commencer cette vidéo, je vous ai annoté le S&P 500 depuis mi-2021, fin 2022. Tout simplement parce qu'on sortait d'un marché avec beaucoup d'euphorie. On avait l'inflation qui était en train de clairement accélérer, et c'est à ce moment-là que le marché a engagé une longue baisse avec les taux qui ont commencé à monter en bourse. Et je vous en parle aussi parce que c'était un moment, notamment en novembre 2022, où j'avais enlevé pas mal de positions en bourse qui avaient des flux de trésorerie disponibles négatifs, puisque c'est les entreprises qui vont avoir beaucoup de difficultés si les taux remontent, et en plus si on se prend un ralentissement économique. Et je vous en parle dès maintenant parce que justement c'est le deuxième point de la vidéo, et ce sont les entreprises sur lesquelles pour moi il faut être très prudent. On avait eu ensuite beaucoup de peur dans les médias sur début 2023, où on nous expliquait que 2024 allait être une année très difficile, qu'on allait se prendre une récession. Ça fait 1 an qu'on l'attend, d'ailleurs elle est peut-être en train d'arriver, comme quoi il faut être patient. Enfin bref, c'était une période sur laquelle si pour moi on était rationnel, qu'on regardait les valorisations des entreprises, eh bien il fallait acheter, et d'ailleurs on avait été beaucoup à acheter sur la chaîne. Et ensuite on vient d'avoir une année de hausse, et aujourd'hui on est en train d'avoir peur sur les marchés pour cette petite baisse que vous avez tout en haut à droite, qui est autour de 5 à 6% sur 1 à 2 semaines. Et donc si vous prenez un petit peu de recul, vous vous rendez compte que pour l'instant ce n'est rien de catastrophique, surtout si vous regardez où on en était en 2018, 2019 et 2020. Personnellement, quand je regarde depuis cette période et où j'en suis aujourd'hui, je me dis que je ne vais pas commencer à paniquer pour moins 2%, et que au contraire il pourrait peut-être du coup y avoir des opportunités. Surtout qu'on vient de passer 6 mois sur lesquels il était pour moi assez difficile de trouver des bonnes affaires en bourse. J'aime aussi rappeler qu'avoir des petites corrections, des retracements en bourse chaque année, c'est tout à fait normal. Ici vous avez un graphique où vous avez en rouge les baisses qu'on a pu enregistrer au cours d'une année, et ensuite vous avez en gris la performance qu'on a eue donc sur une année dans les indices. Et donc vous constatez qu'on a la majorité des années sur le S&P 500 où on est largement en positif. Par contre, dans ces années, on fait très souvent des moins 5, moins 10, moins 15, moins 20%. C'est normal que le marché corrige plusieurs fois par an. C'était juste un petit rappel pour relativiser. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que fait la Banque centrale. Depuis le début de l'année, on se demande sur la chaîne pourquoi la Banque centrale américaine ne baisse pas les taux, alors que beaucoup d'indicateurs montraient qu'il était temps de le faire. Le consommateur souffre, l'inflation est sur une bonne trajectoire à la baisse, on a des signes de déflation, bref, l'histoire se répète, et remarque, ça va nous permettre de profiter de cette baisse en bourse. On a donc la Banque centrale américaine qui s'est mise à augmenter les taux mi-2022 après une inflation qui était clairement galopante, et d'ailleurs si vous remontez sur la chaîne, on en parlait depuis des mois, et on se demandait quand est-ce que ça allait arriver, et ça fait maintenant 1 an que les taux stagnent, alors qu'on a beaucoup de signes qui nous montrent qu'il faudrait commencer à les baisser. On a par exemple souvent évoqué sur la chaîne le personal saving rate, c'est donc la capacité d'épargne du consommateur américain pour investir une fois qu'ils ont payé tout ce qui est alimentaire, etc. Et on constate que l'on est depuis 1 an sur des niveaux assez bas historiquement, ce qui est clairement pour moi un signe assez négatif au niveau du consommateur, et donc ça va se ressentir à un moment dans l'économie si les personnes ont moins d'argent. On a aussi les marchés obligataires qui ont clairement digéré l'inflation depuis assez longtemps. Si vous regardez, ils estiment depuis maintenant 1 an que l'inflation sera à 2% dans 5 ans. Donc quand on voit cet indicateur, on se dit si l'inflation, même par les marchés obligataires, est estimée
estimé comme un problème entre guillemets résolu. Pourquoi on est alors aussi entêté à la banque centrale à ne pas vouloir baisser les taux? Alors après, évidemment, on n'est pas à leur place, évidemment que c'est des décisions compliquées, et nous de notre côté en tant qu'investisseurs, la seule chose qu'on peut faire, c'est de constater et d'utiliser ces informations, notamment dans nos recherches pour les entreprises individuelles. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard parce que ces aspects économiques ont évidemment des gros impacts quand on choisit une entreprise. On avait aussi les taux à 10 ans, moins les taux à 2 ans sur les bons du trésor américain qui sont inversés depuis pas mal de temps, et historiquement, c'est un signe de récession. On va voir encore une fois si ça aura lieu, mais ça reste un indicateur qui montrait que les marchés avaient très peu de confiance sur le long terme, et c'est pour ça que ce graphique s'inverse, et généralement si on n'a pas confiance sur le long terme, c'est parce que l'on voit des difficultés court terme. Donc pas mal d'indicateurs qui montrent clairement qu'il faudrait commencer à baisser les taux, et d'ailleurs je tiens d'ores et déjà à le dire aussi, ce n'est pas parce qu'on a des risques sur l'économie que je veux répandre la peur sur la chaîne, bien au contraire, c'est pour moi des opportunités, et ce sera aussi un petit peu la conclusion de la vidéo. Mais si je résume globalement, on a des mauvais chiffres sur l'emploi qui sont tombés cette semaine, on a des intérêts sur la dette aux États-Unis de 35 milliards de dollars qu'il va falloir faire rouler puisque eh bien, le budget évidemment est en négatif, ce qui fait qu'il va falloir continuer à emprunter pour financer tout ça. On a l'inflation qui est en baisse et on a même des signes de déflation dans certains secteurs et sur certains produits. On a une économie qui ralentit et on a aussi les élections qui arrivent, et d'ailleurs ça j'en parle tout simplement parce que on sait que la Banque centrale est censée ne pas être influencée par la politique. Cependant, ça peut avoir des impacts notamment sur les marchés qui peuvent avoir peur avant une élection. Et clairement, la Banque centrale américaine regarde ce que fait les marchés, aussi bien obligataires que financiers. Et même si ce n'est pas directement pris en compte dans leurs décisions, évidemment que c'est un signe avant-coureur et souvent les marchés financiers anticipent les situations économiques. Mais comme je vous le disais, ça ne change rien au fait que je reste long terme, je ne vends pas et d'ailleurs bien au contraire, je suis prêt à acheter et si on a des opportunités qui s'ouvrent, je vais acheter. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, si je suis l'économie, c'est pas du tout pour essayer de faire du trading, je vais pas m'amuser à tout vendre ou au contraire à être all-in. Par contre, c'est très important sur les entreprises individuelles que j'ai en portefeuille. En parlant d'entreprises individuelles, je voudrais maintenant passer à certains types d'entreprises sur lesquelles il faut faire attention à mon avis. Et d'ailleurs, ça a été une énorme leçon pour moi en 2022, car si on a une économie qui ralentit et une difficulté à se financer, et je différencie ici deux facteurs qui peuvent donner des difficultés à se financer. Tout d'abord, si on a les taux qui remontent, ça coûte plus cher d'emprunter de l'argent, c'est ce qui s'était passé en 2022. Et le deuxième cas, c'est si on a une récession, eh bien les banques sont beaucoup plus frileuses à prêter de l'argent puisque l'économie est en difficulté et elles veulent aussi se protéger. Dans les deux cas, il devient très dangereux d'avoir pour moi des entreprises avec des flux de trésorerie disponibles négatifs et avec peu de cash en stock. Je vais vous donner des exemples juste après, mais sachez que l'idée pour moi de passer son portefeuille en revue pour ces critères, c'est peut-être pas une mauvaise idée quand on arrive sur des temps qui pourraient être difficiles. Et d'ailleurs, c'est un exercice que je fais régulièrement et que j'avais fait en novembre 2022, ce qui m'avait fait faire beaucoup de tri dans mon portefeuille. On va se faire 2-3 exemples pour que vous compreniez un petit peu la mécanique. On va commencer par Intel d'ailleurs, parce que c'est une entreprise sur laquelle j'avais trouvé ça flagrant. On me l'avait proposé en DM et aussi, je crois, en commentaire il y a un petit peu plus d'un an. Et quand j'étais allé regarder l'entreprise, clairement, j'avais pas du tout voulu investir dessus, en grande partie à cause du point que je vais vous montrer. On parlait beaucoup de l'entreprise à l'époque en bourse, notamment parce que le gouvernement américain voulait investir de l'argent pour créer des usines de microconducteurs aux États-Unis. Et Intel étant un fabricant de composants électroniques, à l'inverse par exemple de Nvidia et AMD qui conçoivent, eh bien cette entreprise avait fait beaucoup parler d'elle. Depuis, elle ne s'est pas spécialement bien comportée en bourse et elle a d'ailleurs encore dégringolé très fortement hier. On voit qu'elle a corrigé de plus de moins 20% en une journée. Mais c'est pas le débat de cette vidéo. Ce que je voulais vous montrer sur cette entreprise. Alors ici, je vais vous le faire une fois sur un document financier officiel, donc le 10K par exemple, mais vous pouvez aussi le faire avec plein de sites en ligne. Je veux juste vous le montrer ici parce que pour moi, c'est la base au final de revenir à ces documents. Donc à fin 2023, sur un an, si on prend le cash disponible, on constate ici qu'on est globalement entre 22 et 23 milliards de dollars. Et si on regarde la dette, on est à presque 47 milliards à ce moment-là. Donc déjà, ça veut dire qu'on ne peut pas payer toute la dette avec le cash disponible. Ça encore, on peut la payer sur le long terme si on arrive à rentrer de l'argent. Maintenant, si on prend justement l'argent disponible au quotidien, donc la capacité d'autofinancement, vous prenez le cash issu des opérations, on est à 11,4 milliards et vous retranchez ce qui a été investi, notamment dans les usines, les machines, etc. Et là, on est à plus de 25 milliards, ce qui fait qu'on est à moins 13, moins 14 milliards. Vous pouvez le faire à la calculette. Donc ça veut dire que tous les ans, on est en train de brûler 13 à 14 milliards de dollars de cash, alors qu'on en a en stock globalement un petit peu plus de 20. Ce qui veut dire que là, il reste même pas 2 ans de cash. Et on a déjà de la dette en stock. Il va donc falloir que l'entreprise arrive à générer plus de
cash parce que sinon ça va être soit on lève de la dette, soit on trouve des nouveaux investisseurs, soit c'est la faillite. Mais dans tous les cas, il va falloir trouver du cash ou alors il va falloir redresser la barre d'un point de vue de la gestion de la trésorerie. Alors évidemment, Intel est une très grosse entreprise, elle fera peut-être pas faillite si facilement et il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir intervenir. Par contre, sur des beaucoup plus petites entreprises, c'est tout à fait possible. On peut prendre l'exemple de Lucid, qui est une entreprise qui, elle, est clairement financée par des fonds d'investissement qui la soutiennent, mais par contre, quand vous regardez les chiffres, honnêtement, c'est pas rassurant du tout. Si on prend le titre en bourse, c'est assez catastrophique, comme vous le constaterez, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter là-dessus. Et si on va faire cet exercice sur le flux de trésorerie disponible, donc je vais d'abord aller voir le cash flow qu'on a. Donc c'est une entreprise qui globalement, si je me mets en 12 mois glissants, est en train de cramer un petit peu plus de 3 milliards de dollars en 12 mois glissants. Elle est certainement pas prête d'avoir un flux de trésorerie disponible positif puisque déjà le cash issu des opérations est en négatif et en plus eh bien elle investit. Et d'ailleurs si on va regarder un petit peu les marges, je pense que ça va pas être glorieux. Alors attendez, je vais aller directement dans les metrics. Donc voilà, on a une marge brute de moins de 100%. Donc bonne chance pour aller gagner de l'argent. Et si on va voir le cash qui leur reste en stock, sachant qu'on se souvient qu'ils crament un petit peu plus de 3 milliards en 12 mois glissants, on constate qu'en cash il leur reste 3,9 milliards. Donc ça veut dire qu'il doit leur rester, allez, peut-être 15 à 18 mois de cash et ensuite, eh bien, il va falloir trouver de l'argent soit via des fonds d'investissement, soit en levant de la dette ou alors c'est la faillite. Et on pourrait continuer comme ça, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais vous pouvez penser à d'autres entreprises assez grosses et connues. Par exemple, dans l'automobile, on a GM et on a plein aussi de petites entreprises, des petites capitalisations boursières qui ne gagnent pas encore d'argent et qui sont dans ce cas. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis pas que ces entreprises vont faire faillite. Elles peuvent très bien remonter la pente, investir moins, avoir plus de cash issu des opérations en augmentant leur marge, en développant de nouveaux produits. C'est tout à fait possible. Cependant, pour moi, c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce qu'on peut être tenté parfois d'acheter une entreprise juste parce qu'on a lu dans les médias qu'elle était bien ou parce qu'on a eu une bonne nouvelle, parce que le gouvernement va investir de l'argent ou je ne sais quoi. Et quand on regarde dans les chiffres, on peut avoir de très mauvaises surprises et ensuite ça se ressent sur les graphiques. C'est au final au cas par cas, il faut mener des recherches approfondies, mais je tenais à vous rappeler un petit peu ce concept qui est très important, surtout si on rentre en récession et que les banques ne veulent plus prêter autant, et c'était aussi très important lorsqu'ils ont augmenté les taux en 2022. Pour finir la vidéo, on va parler opportunités et positifs. Déjà, je tiens à le préciser. À chaque fois qu'on a eu de la peur sur les marchés, ça a permis de faire des bons achats. En ce moment, si on prend l'indicateur de la peur fait par CNN, on est en peur. Ça se ressent aussi dans les médias et dans les résultats d'entreprises. D'ailleurs, on a aussi pas mal d'entreprises qui sont clairement très prudentes sur le consommateur. On l'avait entendu au premier trimestre et là en ce moment, j'écoute beaucoup de résultats et on le ressent encore plus sur le deuxième trimestre dans les discours que tiennent les entreprises. Par contre, ça peut aussi amener du positif parce que ces derniers mois, notamment sur ma liste de suivi des actions que je souhaite acheter, donc en fait ce que je fais c'est que je mène mes analyses de façon rationnelle, je fixe des prix que j'aimerais payer, je les mets dans une liste de suivi et ensuite lorsque l'action arrive à ce prix, eh bien je retourne la voir, je finis mon analyse où je la reprends et pourquoi pas acheter. Ça me permet de rester rationnel, de ne pas acheter une entreprise trop chère parce qu'elle est en train de monter, ne pas acheter une entreprise aussi juste parce qu'elle est en train de baisser et c'est des erreurs tout à fait classiques que j'ai aussi fait à mes débuts et c'est pour ça que j'essaie toujours de revenir à mes fondamentaux et rester le plus rationnel possible. Et clairement cette baisse elle peut être très positive aussi. D'ailleurs, on se rappelle début mi-2023 qu'on a eu des très bonnes opportunités, aussi fin 2018, depuis 2019 pour ceux qui étaient en bourse aussi, évidemment mars 2020, donc voilà, quand ça baisse on peut avoir des opportunités sur certains titres et en ce moment je pense à deux titres que je vais retourner analyser clairement. On a Amazon qui a fortement corrigé en bourse et c'est une entreprise que j'appréciais à l'époque beaucoup autour des 120$, mais depuis ce temps-là l'entreprise a eu une bonne performance, donc il se pourrait que je remonte un petit peu mon prix cible, on va voir. Et ensuite on a IMS qui est une entreprise que j'ai aussi en portefeuille, que j'apprécie fortement et elle ce serait plutôt certainement sous les 16$ que je pourrais remettre à jour mon analyse et commencer à m'y intéresser. Donc on va voir ce qui se passe, on n'est pas encore sur des prix qui m'intéressent mais ça peut aller très vite en bourse et donc je saurai aussi être réactif. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire ou en DM sur Instagram. Si vous souhaitez aller plus loin, notamment pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez des liens en description avec du contenu disponible aussi bien pour débuter et aussi pour approfondir ses connaissances en vous formant et si vous voulez vous faire accompagner. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour le prochain épisode.